Merci. Merci. Euh, c'est bien, c'est parfait. Bon, on a la table, hein. Magnifique, hein. Rachel a fait un travail exceptionnel. Euh,
Merci. Ça va que j'avais gardé ça. Ouais, grave. Alors là, je te parle dans le micro qui est censé être le 5, si je ne me trompe pas. Et ici, le micro 1. On se pose quoi. Ouais, c'est ça. Donc 1 et 9, 1 et 9, micro 1 et micro 9. Ah, ok. 3 et 11, 3 et 11, micro 3, micro 11, micro 3 et 11, 3 et 11.
4, 12, micro 4, micro 12, micro 4 et 12, micro 4. Et micro 5 et 6, micro 5 et 6, 5 et 6, 5 et 6.
Quelle heure il est? 55. Pof. On est bon? William, faut y aller là, William. C'est moi qui suis en retard. Ouais. Bon, pas de piège sur la prononciation de ton nom, c'est Marie-Amélie Le Fur, hein, je vais pas me Oui, tromper. jusque-là, tout va bien. Non, mais parce que des fois, il y a des noms. Alors, né en 88 à Vendôme. Oui. Je ne me trompe pas, dans le Loir-et-Cher. C'est ça. C'est bon, la géographie, c'est bon. C'est une véritable enquête, tout ça. Ouais, bah attends. Oui, attends, parce que. D'accord. Il y a des trucs qui ont été un peu bougés, j'ai l'impression, mais. Ouais. Bah, je sais, mais c'est vraiment pas pratique, ça, en fait. En fait, avec mes papiers, ça, depuis le nouveau setup, si on le met plus loin, ça va mieux. J'ai jamais osé le pousser par là-bas. Mais. Enfin, on peut, hein, tu vois. Attends, hop, je peux le ramener jusque-là. Mais c'est vrai qu'autrement, je suis toujours en train de me battre entre mes papiers et le machin, quoi. Ouais, comme ça va. Très bien. Puis là, je peux mettre mes papiers, quoi, au moins. Vous avez changé un peu le format du. Entre plateau. la saison 1 et la saison 2. Ouais. Saison 1, on était à 2,50 m l'un de l'autre. Ouais. C'était Là, moins- c'est plus. c'est mieux, quoi. Ouais, c'est on- sympa. Voilà. Et tu me tutoies aussi en retour. Hein, parce que Ok. je te tutoie. Ah oui, bien sûr. Sinon, Ok. ça marche pas. Je suis pas journaliste, donc j'ai le droit de tutoyer. D'accord. l'invité. On n'est pas Et dans les c'est- codes Non, habituels. voilà. Ah. Oui, pour parler de moi du tout, mais tu sais que c'est ce que j'ai fait, non? Les pionniers chez Fred Mazzella, le tête-à-tête. Bienvenue dans le tête-à-tête. Aujourd'hui, je reçois Marie-Amélie Le Fur. Bonjour Marie-Amélie. Bonjour Fred. Alors, tu es une sportive de très haut niveau. En athlétisme, tu es notamment triple championne paralympique. Tu es plus récemment devenue présidente du comité paralympique et sportif français à 30 ans seulement. Et tu œuvres à préparer les meilleurs Jeux paralympiques possibles pour évidemment notre grande échéance des JO de Paris 2024. Tu es athlète, présidente, maire, tu es engagée sur tous les fronts. Alors tu connais le principe de l'émission, on est là pour eh bien, découvrir tes émotions, tes apprentissages sur ton parcours. Évidemment, on parlera de ton parcours pour venir illustrer tout cela, mais ce qui nous intéresse, nous, vraiment, c'est de savoir ce que tu as pensé, ressenti sur ce parcours-là, face à tous les déroulés que la vie nous offre. Et le tout sera agrémenté d'informations et d'illustrations de Rebecca, qui viendra nous présenter tout cela sur le plateau. Alors, c'est parti pour ton parcours. Tu es né en 1988 à Vendôme, dans le Loir-et-Cher. Tu as grandi dans la région avec tes parents et ta sœur aînée. Dès l'âge de 6 ans, tu commences à courir. Tu découvres l'athlétisme. Comment ça s'est passé, cette découverte? Alors la découverte, c'est tout simplement ma sœur qui l'a impulsée. Elle voulait faire de l'athlétisme, elle voulait pas en faire toute seule. Donc c'est mon aînée de 4 ans. Donc voilà, comme moi je suis une super petite sœur, je l'ai suivie dans cette aventure-là. Puis au bout d'un an, bon voilà, c'était sympa l'athlé, mais il manquait quelque chose. Et là, c'est mes parents vraiment qui m'ont encouragée à persévérer, à continuer. Et j'ai continué cette aventure de l'athlétisme, simplement pour le plaisir, pour le bonheur, pour le lien social aussi que j'y trouvais. Ça, c'était important pour moi. Et puis derrière, vraiment, ouais, cette question de la quête du dépassement de soi. Très vite, c'est quelque chose qui m'a animée, le fait d'aller chercher des objectifs, de challenger, de réussir, d'échouer. Ça a été, je trouve, une très, très belle école de la vie au travers des différents challenges et objectifs sportifs. Alors, tu grandis avec le sport, mais pas seulement. Tu voulais, toi aussi, devenir sapeur-pompier. Enfin, tu étais très passionné par tout ce milieu-là. À l'âge de 15 ans, ta vie prend un tournant. Rebecca va nous raconter tout cela.
Le 31 mars 2004, votre vie bascule pour toujours. Un accident de scooter qui vous doit l'amputation tibiale de votre jambe gauche. Et 4 mois après, jour pour jour, le 31 juillet, vous recommencez à courir. Au début, vous ne souhaitiez pas vous confronter tout de suite à vos anciens camarades sportifs du club par peur d'être jugé, puisque votre état ne vous permettait pas d'être au même niveau qu'eux. Vous prenez contact avec la Fédération handisport très vite quand même, et avec pour objectif de quand même vous remettre au sport après ce drame. Et prenez part aux épreuves dans la catégorie T44, amputée des membres inférieurs. Et de là, vous n'avez jamais arrêté de vous battre pour poursuivre cette carrière au-delà de tout préjugé ou obstacle. Vous finissez deuxième en saut en longueur aux 100 mètres et aux 200 mètres des championnats du monde paralympique d'athlétisme en 2006. De là, vous enchaînez les prix et médailles. Vous battez le record du monde féminin handisport en saut en longueur avec une distance de 5,43 m jusqu'aux Jeux de 2016 à Rio, où vous décrochez 3 médailles, dont 2 médailles d'or. Et vous décidez là de faire une pause pour vous consacrer à la candidature de Paris 2024. Alors comment on fait pour se remettre d'un accident comme ça, voir le positif, aller plus loin? Est-ce que c'est le sport l'énergisant? Est-ce que, comment c'est passé? L'amour de la vie et les proches sont le déclencheur. C'est vraiment ce qui nous donne envie de se battre. Et derrière le sport, c'est le moteur, c'est l'objectif qui permet d'avancer et qui dit, qui, en tout cas moi, qui m'a guidée vers quoi j'avais envie d'avancer. Mais vraiment, la première prise de conscience, c'est de se dire que, bah oui, ce qu'on est en train de vivre, c'est dur, c'est dramatique, mais qu'en fait, on a deux choix qui s'opposent à nous. C'est soit on n'accepte pas cette situation et donc là, le handicap, la façon dont on le vit vient nous gâcher la vie et gâcher toute expérience. Soit on accepte finalement que la vie que l'on va vivre, elle va être totalement différente de celle qu'on a imaginée. Mais si on s'entoure bien, si on se donne les moyens, et ben cette vie, elle sera pas moins belle, elle sera simplement différente. Et donc nous, c'est la voie sur laquelle on s'est engagé. Et comme je pouvais plus être pompier, comme il y avait plein de certitudes qui avaient comme ça explosé en plein vol, on a continué sur une certitude qu'on connaissait, c'était celle de l'amour du sport. Et le sport a été vraiment pour moi un révélateur parce que ce qui a été très dur en fait à l'adolescence, ça a été finalement du jour au lendemain de basculer dans ce monde des personnes en situation de handicap et donc de vivre une société qui désormais décidait de ce que je devais faire, de ce que je pouvais faire, de ce que j'étais capable de faire. Et c'était absolument terrible. Moi, j'avais juste envie de vivre ma vie. Et finalement, le sport m'a permis de m'affranchir de tout ça, m'a permis de me connaître, de me comprendre, de me découvrir, de m'émanciper et de devenir la femme que je suis actuellement. Et je pense que j'aurais pas eu ce caractère et cette force de vivre si j'avais pas eu la chance très rapidement de refaire du sport. Et ça, je le dois à mon entourage, je le dois à mes parents qui n'ont pas jugé mon choix et qui m'ont accompagnée. Je le dois à mon entraîneur qui a cru dans ce défi. Je le dois à ma prothésiste qui connaissait absolument pas les prothèses de course quand on est allé la voir, mais qui s'est dit, ben cette gamine, elle a envie de réaliser un rêve, et ben je l'ai accompagnée. Voilà. Donc je le dois vraiment à toutes ces personnes qui ne nous ont pas jugés, mais qui nous ont fait confiance et qui nous ont accompagnés dans cette reprise du sport et puis derrière la carrière de sportif de haut niveau. Oui, c'est ça, parce que c'est pas seulement le sport ou la pratique du sport, c'est ensuite passer dans la catégorie sport de haut niveau, enfin athlète de haut niveau. Donc là, c'est une étape supplémentaire. Parce que tes premiers championnats du monde paralympique, c'est en 2006. Puis en 2011, tu obtiens 2 médailles d'or mondiales sur le 100 mètres et le 200 mètres. Donc là, ça y est, tu es parti Mm. dans la course, j'ai envie de dire. Alors, elles avaient quel goût ces premières médailles d'or? Alors les premières médailles d'or, en fait, elles sont arrivées assez tardivement, hein. Moi, ça faisait déjà 7 ans que je faisais du sport de haut niveau. J'ai repris globalement, 2004-2005. La première médaille d'or, elle arrive en 2011. Pendant des années, sur mes premiers jeux, mes premiers championnats, j'étais vraiment, abonnée aux médailles d'argent. Donc on a, travaillé ardemment avec les coachs pour essayer de devenir de plus en plus une athlète, aboutie, de choisir aussi, les bonnes disciplines parce qu'il y a eu ce changement de discipline à opérer pour rentrer dans le moule, dans le modèle, des Jeux paralympiques. Mais pour ça, on a aussi pu compter vraiment sur les conseils de la Fédération, française handisport qui était experte du handicap, qui connaissait le monde des Jeux paralympiques, ce que nous, on découvrait, avec mon coach et mes parents. Donc on s'est laissé porter, guider. On a défini ensemble ce projet et puis derrière, il y a pas de secret. C'est du travail, c'est de l'abnégation, c'est de l'entraînement comme un sportif de haut niveau, mais en intégrant aussi une dimension technologique parce que moi, j'ai une prothèse et à un moment donné, il fallait aussi optimiser toute cette utilisation de la prothèse, du matériel et donc aller chercher des compétences d'ingénierie, des compétences spécifiques et scientifiques pour vraiment devenir une athlète aboutie à 100%.
Oui, parce qu'il y a les médailles mondiales, après il y a les Jeux olympiques, là c'est encore, autre chose. Les Jeux olympiques en 2012, tu as ta première médaille d'or et en 2016, on l'avait, vu tout à l'heure, tu as 3 médailles dont 2 d'or. Donc tu dis que tu étais abonné aux médailles d'argent, mais bon, enfin ça te rend sympathique en même temps parce qu'en France, on préfère le deuxième que le premier. Alors justement, quel est ton rapport d'ailleurs par rapport à ça, quand on gagne, qu'est-ce que tu ressens? Et qu'est-ce qui, quand tu arrives tout en haut, est-ce que tu te dis, bon, le but c'est de rester ou la marche d'après c'est autre chose? Qu'est-ce que c'est? Alors, chaque médaille, que ce soit un titre, ou pas, a une saveur particulière. Moi, il faut savoir que mes titres paralympiques, ils m'ont offert une émotion de fou. Le titre paralympique à Londres, c'est mon premier titre. Il y a 80 000 personnes dans le stade qui sont des fervents, admirateurs du sport et qui nous ont portés comme ça. Il y a mes proches. Enfin, voilà, donc c'est un souvenir absolument extraordinaire dans ma carrière. C'en est même un souvenir qui est très difficile à décrire tellement c'est fort en émotion et ça vient comme ça vous marquer à vie parce que c'est une satisfaction d'avoir finalement réussi des années et des années de travail, de concrétiser tout ce travail d'une équipe en allant chercher cette médaille d'or. Mais il faut savoir que la médaille d'argent que je gagne lors de ces Jeux à Londres est aussi une médaille qui est absolument magnifique parce que c'est une course parfaite de bout en bout. J'ai rien à regretter sur cette course-là. Elle ne m'apporte pas l'or parce que ce jour-là, j'ai trouvé plus fort que moi. Mais voilà, je fais vraiment la meilleure course de ma carrière sur ce 200 mètres-là. Donc en fait, ce qui est important, c'est de regarder la médaille, le chemin qui a été parcouru. Et c'est là, en fait, qu'on peut véritablement ressentir si c'est une belle médaille ou pas. Après, les médailles de Rio, elles sont aussi, voilà, pour moi, très, très belles parce que le chemin de 2012 à 2016, il n'a pas été simple. Il a été jonché d'énormément de choix et notamment de partir sur des disciplines nouvelles, de partir sur le saut en longueur. Il y a eu la blessure quelques semaines avant les Jeux de Rio, donc il y avait énormément d'incertitudes. Et d'arriver comme ça à Rio avec ce manque de confiance, d'aller chercher les titres, d'aller chercher les records du monde. Et aussi parce que je m'étais fait un pacte avec moi-même après 2012, c'était de vivre beaucoup plus humainement ces Jeux de Rio. C'est-à-dire de pas simplement aller chercher la perf et la médaille, mais aussi de profiter de toute l'aventure humaine que vous apportent les Jeux. Une aventure humaine avec vos adversaires, avec le monde entier, avec les téléspectateurs, avec les médias. Voilà, j'avais envie de prendre plaisir et de vivre humainement ces Jeux, ce que j'avais pas fait à Londres puisque j'étais focus sur ma perf. Donc là, ça a été une aventure humaine de folie que j'ai pu partager en plus avec Nantenin Keita qui, elle aussi, est devenue championne paralympique. Donc voilà, donc c'est à la fois une aventure sportive très forte, mais aussi humaine parce que j'ai rencontré des personnes extraordinaires et de découvrir comme ça leur parcours de vie, ça a été très inspirant aussi pour moi. Oui, alors ça pour toi, c'est toutes ces émotions-là, mais aussi tu dis que, ça t'a donné une envie d'être utile, enfin, en tout cas de rendre ces médailles-là utiles à, quelqu'un d'autre que toi aussi, Effectivement, en évidemment, fait, enfin. derrière le titre de 2012, je me dis: «OK, c'est bien, voilà, je suis championne paralympique, c'est chouette», mais c'est chouette pour, Marie-Amélie Le Fur, Cyril Niveau, son coach et la famille, c'est une belle émotion. Mais maintenant, à quoi ce titre, il sert concrètement? Et quand, en fait, je regarde en arrière, je regarde toutes les personnes qui m'ont aidée, toutes ces personnes qui finalement, ont fait en sorte que je n'ai aucun frein, dans ma reprise du sport, dans ma carrière de haut niveau et finalement, moi, j'ai eu envie d'endosser le même rôle et de me dire: «Bah, demain, ce titre paralympique, il faut qu'il soit utile, qu'il aille aider les autres personnes en situation de handicap. Il faut qu'il permette finalement de démocratiser cet accès à la pratique sportive des autres personnes en situation de handicap. Donc à ce moment-là, je commence à aller dans les entreprises, je commence à aller dans les écoles, je commence à prendre quelques mandats associatifs pour essayer d'apporter ma petite pierre à l'édifice pour faire changer les choses. Et finalement, voilà, me dire qu'être athlète de haut niveau, c'est aussi avoir un rôle sociétal, de promouvoir des valeurs et notamment celle du sport, de l'importance de faire du sport dans notre quotidien. Et en 2018, tu reçois un coup de fil. Et ouais, coup de fil qui a changé ma vie, coup de fil surréaliste. Voilà, c'est Emmanuelle Asman qui m'appelle. Donc, c'est une femme que j'estime énormément, Emmanuelle, parce que elle a été présidente du comité paralympique pendant 5 ans et elle l'a porté à un moment absolument essentiel, un moment crucial, ce qui est celui de la candidature des Jeux de Paris 2024. Et je pense que si les équipes de Tony et Tony lui-même ont ce réflexe vraiment de parler des Jeux paralympiques, c'est en grande partie grâce à Emmanuelle. Voilà. Donc, c'est pour moi vraiment une pionnière du mouvement paralympique. Et ce jour-là, elle m'appelle pour me dire que
elle souhaite quitter ses fonctions de présidente. Donc déjà, moi, je tombe un peu des nues parce que c'est un monument comme ça pour moi qui va finalement tourner la page du mouvement paralympique. Puis derrière, elle me glisse que finalement, je pourrais peut-être avoir le profil pour prendre sa succession. Donc au début, bon, je lui dis, bah, t'es gentil Manu, je vais réfléchir. Puis moi, j'y crois pas du tout parce que je suis pas Emmanuel Haussmann, parce que j'ai pas sa force de caractère, parce que j'ai pas sa vision, parce que j'ai pas son aura. Et donc, ma première idée, c'est forcément un petit peu de décliner. Et puis derrière, comme Manu, voilà, elle est déterminée, elle va me rappeler, puis elle va comprendre que ça suffit pas. Donc, elle m'amène à rencontrer les membres du comité paralympique, les salariés. Et surtout, elle va me faire appeler comme ça par des personnes de confiance qui vont me faire comprendre que, bah oui, je suis pas Emmanuel Haussmann, je n'ai pas ses compétences, je n'ai pas ses capacités, mais j'en ai d'autres. J'ai mes forces, j'ai mes faiblesses, et que c'est peut-être de ces forces et ces faiblesses dont le mouvement paralympique il a besoin à ce moment-là. Donc, je décide de tenter l'aventure et j'ai la chance, voilà, depuis 5 ans, de vivre cette aventure extraordinaire auprès d'une équipe qui est engagée, qui est dynamique et avec lequel je partage vraiment cette vision de l'importance de faire rentrer le sport dans le parcours de vie des personnes en situation de handicap. Alors merci Marie-Amélie pour cette première introduction à ton parcours. Maintenant qu'on te connaît un petit peu mieux, on va pouvoir passer à l'entrée dans ton monde, le monde du sport et de l'optimisme. Ton monde, c'est le sport, mais c'est aussi l'engagement pour le collectif et pour l'inclusion, Rebecca. Et même depuis 2019, vous êtes dans le dictionnaire Larousse. Votre propre nom y figure, faisant partie des nouveaux entrants de l'édition aux côtés des mots likés et détox. Il paraît que vous l'avez d'ailleurs appris par hasard dans les médias en écoutant la radio dans la voiture. Un symbole que votre parcours devient une référence, comme quand vous êtes devenue la Marianne du village de Saint-Roch en Indre-et-Loire. Le maire vous a choisi quand vous aviez 29 ans pour incarner la République. Le sculpteur Michel Audiard a réalisé non pas qu'un buste, mais une découpe en relief sur une plaque de métal, ayant pris pour modèle une photo réalisée aux Jeux de Rio en 2016. Sur fond bleu, blanc, rouge, on vous voit avec de nombreuses médailles autour du cou, une première Marianne sportive, encore un symbole fort qui vous a fait entrer dans l'histoire. Ah, ça fait 30 ans que tu cours. Qu'est-ce que tu aimes dans le sport, dans la course, qu'est-ce que ça t'apporte? Ça m'apporte différentes choses. Déjà, c'est important, hein, j'en ai besoin au quotidien, voilà, de courir pour, déjà la sensation de lâcher prise. Quand on met les baskets, quand je mets la prothèse, quand je pars courir et ben finalement, il y a vraiment ce sentiment de lâcher prise où on arrive à finalement se détacher des difficultés du quotidien, des angoisses, et moi, ça me donne matière à réfléchir autrement et finalement à retrouver une Tu forme de t'évades un peu, quoi. dynamisme. Mmh. Voilà, je m'évade, mais en même temps, c'est comme j'oxygène beaucoup mon cerveau à ce moment-là, et ben c'est aussi une source d'inspiration et ça me permet derrière de effectivement générer un peu de fatigue parce que le sport génère de la fatigue, mais ça me génère un bien-être mental et ça me rebooste. Et c'est vraiment un moment, ouais, de reconnexion avec moi-même. Et puis après, ce que j'aime, c'est la sensation du défi, de la rencontre, du partage. Donc, je continue à courir avec des petits objectifs que j'espace un petit peu pour que ce soit cohérent avec mes nouveaux temps de vie. Mais j'ai quand même besoin de cette pratique du sport régulière, hebdomadaire, parce que sinon, voilà, je fais un peu le modèle cocotte minute et j'ai pas suffisamment de temps de lâcher prise. Alors ça, c'est pour les sensations et pour l'apprentissage. Alors, parce que Tony Estanguet, qui est venu nous voir d'ailleurs en saison 1 dans Les Pionniers, nous disait que le sport de haut niveau, c'est une très très bonne école. Alors, qu'est-ce que ça t'a appris, le sport de haut niveau, le sport tout court? Qu'est-ce que tu retiens de ce que ça a pu Ah, enrichir dans ta personnalité? Alors moi, je pense que le sport m'a inculqué énormément de valeurs, les valeurs du vivre ensemble, du respect de l'autre, du respect de la règle. Et je me souviens aussi que dès le plus jeune âge, ça m'a aussi appris à échouer. Voilà. Et je pense que finalement, l'échec, il fait partie inhérent de nos vies, il fait partie inhérent de la réussite. Et moi, je me souviendrai toujours de cette saison sportive, j'étais toute jeune, hein, où on a challengé avec mes parents l'objectif de passer sous les 3 minutes au 1000 mètres. C'était vraiment notre objectif de saison. Et il a fallu au moins 5 ou 6 courses pour y arriver. Et à chaque course, l'idée, c'était pas de se dire, oh, on a encore raté, c'est dramatique, c'est terrible. C'était de comprendre, c'était d'analyser, de se dire, bah oui. L'échec, il a fait partie de notre journée, ça fait partie du sport. Maintenant, c'est comment on fait en sorte la prochaine fois de ne pas reproduire le même modèle. Et donc, ça a été vraiment pour moi une école, voilà, de l'apprentissage par l'échec, d'accepter la remise en question. Et puis derrière, le fait de reprendre le sport derrière l'accident, je pense que ça m'a aussi
appris finalement l'importance du changement, de ne pas avoir peur de l'inconnu et d'aller, voilà, des fois, bah, finalement mettre les 2 pieds dans quelque chose que je connais pas du tout parce que c'est aussi comme ça qu'on découvre des voies, absolument extraordinaires et je pense que c'est aussi ce qui a réussi finalement, par me convaincre d'aller au comité paralympique parce que quand bien même je m'en sentais pas, 100 les capacités, j'avais aussi envie d'aller découvrir cette part d'inconnu, pour me découvrir moi-même, pour, essayer d'apporter ma pierre à l'édifice dans ce mouvement paralympique. Alors, de par ton parcours, évidemment, c'est très, inspirant, et en plus, tu vas dans les écoles, y compris pour transmettre, ta passion, mais aussi pour, inciter un petit peu, eh bien, tous ces jeunes à, se dépasser, à se faire confiance. C'est important pour toi, de représenter quelque chose, enfin, une personne, inspirante? C'est important qu'on ait des personnes inspirantes dans notre société? Quel est leur rôle? Bah, pour moi, c'est absolument essentiel, effectivement, de permettre à nos sportifs, nos grands sportifs, à nos parasportifs, nos champions paralympiques, de pouvoir transmettre leur histoire parce que leur histoire, elle a vraiment vocation voilà, à pouvoir ouvrir le champ des possibles à d'autres personnes et notamment d'autres personnes en situation Qui sont de aujourd'hui, handicap. pour toi les athlètes, inspirants, côté, Il paralympique? y en a énormément. Moi, il y a un profil et je ne sais pas pourquoi c'est elle qui me vient en tête, mais moi, j'aime beaucoup le profil de Nelia et parce que Nelia, elle incarne énormément de choses dans le mouvement. Déjà, c'est une jeune femme et on sait vraiment qu'on a besoin, d'amener plus de femmes et de jeunes femmes en situation de handicap à faire du sport. Parce que Nelia, elle est fraîche, parce que Nelia, elle a été pendant des années dans un sport qui n'était pas aux Jeux paralympiques et puis le jour où elle a pris conscience que, elle avait juste à changer de discipline pour aller chercher des médailles parce que c'était, voilà, c'est quelqu'un qui a, en elle la performance, la l'ardeur du travail. Voilà, donc c'est en fait, à elle seule et quand on regarde son parcours, ça raconte beaucoup de choses, de la façon dont on peut construire, le parcours d'un sportif de haut niveau. Mais voilà, bien sûr, c'est pas la seule. On va avoir Alex Portal, on va avoir Hugo Didier, qui sont aussi des figures un petit peu nouvelles du mouvement paralympique, qui ont déjà de très beaux palmarès, mais qui peuvent envoyer des messages très forts. Et encore une fois, ces messages, ils sont envoyés aux autres personnes en situation de handicap pour ouvrir le champ des possibles, leur dire, mais non, vous n'avez pas un lot d'incapacité. Vous avez surtout un lot de capacité, mais il faut que la société, elle le comprenne et elle le comprendra si déjà vous, vous en prenez conscience et connaissance. Et ça permet aussi, cette médiatisation des parasports, de changer le regard, d'ouvrir le champ des possibles aussi aux personnes qui ne sont pas porteuses de handicap et de permettre de ne pas voir uniquement la situation de handicap, mais vraiment de voir les habiletés et compétences de ces personnes qui sont porteuses d'un handicap. Donc c'est ça la grande valeur du handisport, c'est, de justement, faire prendre conscience à tout le monde des capacités de toutes les personnes. Donc déjà le faire comprendre à la société, mais aussi le faire comprendre aux personnes en situation de handicap, qu'en fait, voilà, c'est possible quand on veut, c'est possible d'aller chercher, y compris des médailles d'or, aux Jeux paralympiques. Alors, avec le comité, paralympique et sportif, vous avez lancé, le club inclusif. Le club inclusif, est-ce que tu peux nous en dire un mot? Oui, en fait, le programme Club Inclusif part d'une analyse qui est celle qu'actuellement, quand vous êtes en situation de handicap, vous avez trop peu de clubs à proximité de chez vous qui sont en capacité de vous accueillir quand vous êtes une personne singulière. 1,4% des clubs de nos territoires se disent en capacité d'accueillir une personne en situation de handicap. En moyenne, une personne en situation de handicap, elle fait 55 kilomètres pour trouver un club qui est en capacité de l'accueillir. Moi, enfin, je sais pas toi, mais moi, personnellement, si j'avais 55 kilomètres à faire, Ah bah, ça aurait c'est raison une de ma grande barrière, ouais. motivation. Mmh. Donc l'idée, c'est vraiment d'agir contre ces statistiques et de permettre d'avoir des clubs de proximité, à proximité des bassins de vie des personnes au handicap qui se sentent en capacité d'accueillir. Donc club inclusif, c'est quoi? Eh ben, c'est tout simplement une sensibilisation, une formation entre 3 et 5 jours où on va aller parler aux éducateurs, aux bénévoles, aux dirigeants des clubs locaux de ce qu'est la situation de handicap. Donc c'est un projet qui est soutenu par le ministère des Sports, qui est opéré par le Comité paralympique et sportif français en partenariat avec les deux fédérations spécifiques, la Fédération française
française handisport et la Fédération française du sport adapté. Et l'idée, c'est vraiment voilà, d'aller casser un peu les craintes, les peurs, les stéréotypes que peuvent encore avoir nos clubs à accueillir une personne en situation de handicap. Donc, il y a de la formation théorique, il y a de la formation pratique et surtout derrière, il y a 6 mois d'accompagnement pour faire en sorte que ce club derrière, il est vraiment dans son projet de club un ADN vers les personnes en situation de handicap et qu'il aille véritablement à la rencontre de ce public. Donc voilà. Donc l'objectif in fine, c'est que à proximité du bassin de vie de chaque personne en situation de handicap, il y ait une politique du choix. Se dire que il faut aussi que la personne en situation de handicap elle puisse choisir proche de ses gels un sport qui lui correspond parce qu'elle a tel ou tel handicap ou parce qu'elle aime tel ou tel type de pratique sportive. Alors, pour continuer, on a une question surprise pour toi de la part d'Emmanuel Asman. Bonjour Marie-Amélie, bonjour à tous. Écoute, comme je sais que tu as une double, triple, quadruple vie et que tes journées sont bien remplies, je voulais savoir quel était ton moment préféré dans la journée. Je t'embrasse fort, à bientôt. J'aime beaucoup les journées où j'ai la chance de pouvoir vivre mes 3 vies. Mes 3 vies, c'est ma vie de maman, ma vie de sportive et ma vie de présidente du comité paralympique. Et quand j'ai la joie et le bonheur de pouvoir aller réveiller mes filles le matin pour déposer la grande à l'école, pour déposer la petite chez sa nounou, c'est des moments qui sont très peu, qui sont très courts en termes de durée, mais qui sont des moments très forts de partage, de sourire, de bonheur. Voilà. Et puis derrière, je me rends sur Paris, je fais ma journée. Si je peux aller courir sur le temps de la pause du midi, c'est absolument génial parce que je sais que bien souvent, le soir, je rentre trop tard pour les voir. Mais voilà, juste que d'avoir ce moment du réveil le matin. Et puis, c'est comme ça aussi que je me suis construite en tant que maman, c'est de se dire que moi, je peux pas passer des longs temps quantitatifs avec mes filles parce que mon mode de vie ne me le permet pas. Donc, j'ai choisi d'avoir des moments qui sont qualitatifs. Quand je suis avec elles, je suis 100% avec elles et j'accepte de décrocher de mon ordinateur, de mon téléphone parce que c'est aussi important d'être une maman pleinement investie en sortant un petit peu des dictats de la société qu'une bonne mère, c'est une mère qui est tout le temps aux côtés de ses filles. Moi, je le vois pas comme ça. Voilà. Pour moi, c'est un juste équilibre à trouver et de donner le temps dont elles ont besoin, mais en tout cas de le donner à 100% ce temps-là. Merci beaucoup, Marie-Amélie. On en sait désormais bien plus sur tout ton parcours et ce qui te motive. C'est pour nous le temps de passer à la séquence suivante. Alors, séquence actu, on voudrait parler de ton dernier projet en cours, Rebecca. Dans 9 mois aura lieu le match retour des Jeux Paris 2024 qui débutera avec l'ouverture des Jeux paralympiques aux Champs-Élysées et place de la Concorde. Premier jeu paralympique d'été en France, premier jeu en Europe depuis 2012 et premier jeu d'été avec un public depuis 2016. Un spectacle unique qui rassemblera plus de 4400 para-athlètes issus de 180 nations. Une compétition qui durera 11 jours avec 22 parasports et 23 disciplines. En termes de médailles d'or à glaner et de cap à franchir, c'est compliqué mais accessible. Et vous dites que si l'alignement des planètes est bon, on a nos chances d'être dans le top 8. Alors, dans le top 8, c'est faisable? Tu y crois vraiment? Ouais, on y croit vraiment. L'objectif, ça va être de doubler le nombre de médailles d'or entre Tokyo et Paris pour arriver à tendre durablement vers ce top On avait 5. déjà doublé entre Rio et Tokyo. En termes de volumétrie de médailles. Voilà, on était passé de 26 à 55 médailles entre Rio et Tokyo. Donc, ça démontre bien que dès l'instant que l'on investit financièrement, en termes de ressources financières, en termes de ressources humaines, le mouvement paralympique, il sait se saisir de toutes ces ressources qu'on lui donne pour aller chercher plus de médailles. Et Donc là, ça passerait à 100, plus de 100. Alors non, là, l'objectif, c'est vraiment de doubler le nombre de médailles d'or. Voilà, pas le nombre de médailles. Pas le nombre de médailles tout court. Voilà, le nombre de médailles d'or, parce qu'on sait très bien que c'est ce qui compte en fait dans le classement des nations. Il faut avoir plus de médailles d'or. Donc l'objectif, c'était on gagne plus de médailles, étape 1. Étape 2, on convertit ces médailles en médailles d'or. Donc là, voilà, le cap, il est bon. Les résultats des athlètes a été très bons sur l'été et la saison automnale 2023. Donc on est sur les projections attendues, tout simplement parce que je l'ai dit, voilà, il y a eu plus de moyens donnés aux athlètes,
aux fédérations. Il y a aussi eu un apport de la science qui avait été délaissé pendant des années, alors même que c'est absolument essentiel. Et puis, il y a aussi tout un travail de fond durable qui est en train de se faire sur l'héritage, qui est aussi de se dire que mathématiquement, si on veut aller chercher plus de médailles, plus de podiums, il faut aussi qu'on ait plus d'athlètes. Parce que si on regarde une statistique, à Tokyo, on était absent de près de 70% des épreuves des Jeux paralympiques. Donc, plus on est absent de certaines épreuves, moins on peut gagner de médailles. Donc, l'idée, c'est aussi de densifier le niveau de pratique de la France sur les différents sports, d'aller chercher plus de handicaps sévères, d'aller chercher des femmes. Tout ça, c'est aussi les objectifs que nous avons sur des échéances un petit peu plus longues que Paris 2024. Alors rendez-vous le 28 août 2024 pour la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques sur la place de la Concorde et sur les Champs-Élysées pour transformer, convertir ce rêve. Alors c'est à présent l'heure pour nous de passer à la séquence suivante, la séquence rapide de l'émission, le Quizella. Alors le Quizella, c'est quoi? C'est un quiz, ça va vite. Les règles, c'est très simple. Je pose plein de petites questions et il faut répondre le plus rapidement possible. C'est D'accord, parti. je T'es vais prête? essayer. Alors, si tu avais dû faire un autre sport, lequel aurais-tu fait? Triathlon, Quelle est la médaille dont tu es la plus fière? le titre à Londres. Sais-tu pourquoi tu voulais être sapeur-pompier? Mon côté empathique. C'est quoi ta musique pré-entraînement? Ça dépend de mon humeur. Est-ce que tu as un rituel ou une superstition avant tes compétitions? Je suis bourrée de tics et de tocs avant mes compétitions. C'est-à-dire que j'étais, terriblement stéréotypée du moment où je commençais à m'échauffer jusqu'au moment où je m'élançais. Et alors, Heu concrètement? En fait, c'est toujours le même rituel de gamme, d'échauffement, de toujours, voilà, bien remettre la prothèse, de l'essuyer avant la course. Donc en fait, j'étais bourrée comme ça de tocs et notamment en longueur. Il fallait exactement que je pose mon pied dans le bon axe, que je fasse les mêmes que je bouge comme ça mes doigts, que je remette mes cheveux. C'est terrible de se voir. J'étais bourrée de tocs, en fait. Quel est ton booster en énergie? Ma famille, À l'inverse, qu'est-ce qui te démoralise? la méchanceté et les critiques. Un mot pour décrire la sensation de participer à tes premiers Jeux paralympiques. Ah, mes premiers jeux, la sensation, ça va être la déception. Je vais pas trouver autre chose parce que je suis passée totalement à côté de mes jeux, parce que je me suis fait absorber par la magie des jeux. Voilà, j'étais là, je papillonnais, je découvrais les jeux et j'en avais oublié que j'étais une athlète de haut niveau qui venait chercher des médailles. Voilà, la chance que j'ai eue, c'est d'avoir le droit d'échouer pour reconquérir le titre paralympique 4 ans plus tard. Le conseil que tu donnes aux jeunes porteurs de handicap que tu rencontres dans les écoles. De croire en leurs rêves et de se donner de l'ambition. Voilà. Ton plus grand rêve aujourd'hui? De faire en sorte que tous les enfants et les jeunes en situation de handicap, ils aient une opportunité de s'épanouir dans le sport. Un mot pour décrire ton destin entre ceci, une fatalité, un combat, un choix heureux ou une vocation. Un choix heureux. Et pour finir, si les 8 milliards d'êtres humains sur cette terre nous écoutaient, ce qui est pas loin d'être le cas, quelle serait la plus belle phrase que tu leur adresserais? De cultiver nos différences, parce que c'est vraiment ces différences qui font notre richesse. Eh bien, c'est la fin de cette émission. On se quitte sur cette chanson que tu as choisie, Paradise de Coldplay. Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Pourquoi tu as choisi cette chanson? Alors j'ai choisi ces chansons parce que c'est vraiment, pour moi, ça évoque un des plus beaux souvenirs de ma carrière sportive, parce qu'en fait Coldplay est venu chanter à la cérémonie de clôture de Londres, et on était à la fois acteurs et spectateurs de ce spectacle, puisqu'on avait le public derrière nous, on avait Coldplay devant, on était au milieu du concert. Et voilà, et quand dans les mois qu'on suivi les Jeux de Londres, j'entendais cette chanson-là, chaque fois ça me dressait les poils, et je sais que j'étais pas la seule de l'équipe de France à ressentir cette sensation. Donc c'est toujours, voilà, me replonger sur les Jeux de Londres. Merci Marie-Amélie, un immense merci de nous avoir partagé tout simplement ton monde, de nous avoir fait rentrer dans tes émotions et tes apprentissages de pionnière. Merci. Quant à nous, on se retrouve tout de suite pour la séquence du pitch. Les pionniers chez Fred Mazzella sur BFM Business. Ça a été parfait. J'étais pas trop long dans les règles? Non, ça va. Enfin, on va voir ce qu'ils me disent dans l'oreillette, mais je pense que c'est bon. Non, on a dépassé de 3-4 minutes, mais D'accord. bon, on va voir ce qu'ils en font. Non, je pense que ça va.
Non, en fait, comme tu avais répondu à certaines de mes questions sur la fin, du coup, j'ai pu dégommer des Mmh. questions sur la fin. D'accord. Du coup, bah, c'est parfait. Merci Ouais. beaucoup, hein. Je pense Faut que pas c'est hésiter à dire, bien, hein, si ça a pas, convenu, que moi je puisse aussi rectifier le tir. Non, non, ça va, c'est parfait. C'est toujours la tentation d'être, descriptif ou émotionnel, c'est toujours difficile, Ouais. mais c'est ça marche parfaitement. Enfin, je pense que tu es, alors tu pas le mot, mais tu es quand même un rôle modèle, hein. Je l'ai pas dit, tu as vu? Ouais, non, Hein? j'ai vu qu'il y avait une précaution J'ai fait de gaffe. prise. Merci en tout Voilà. cas. Bravo, c'était super. L'outro sur Coldplay, ça avait un petit truc un peu épique. C'était parfait, quoi. Ah bah, ouais, l'émotion, hein. Ouais. Très bien. Ah oui, oui, oui. J'ai écrit un livre. Non, j'ai écrit un bouquin. Ah bah, Justement, donc mais j'aurais bon. peut-être mes réponses alors. Bah, tu auras tes voilà, il y a 300 pages de réponses. C'est vraiment la création, le OK. J'adore les bouquins comme ça. Parce que enfin, ah ouais, bah, moi je trouve que c'est tellement inspirant de comprendre les déclics, de voir comment ça s'est créé l'idée. Enfin moi j'adore. Je trouve que c'est une richesse, voilà. Donc avec grand plaisir. Ah bah oui, ouais, ouais. Mais c'est ce que j'adore moi dans ma mission en fait, c'est qu'on est amené à rencontrer énormément de gens et je trouve que les rencontres c'est la plus belle chose qui nous est donnée dans la vie en fait. Enfin, ouais, ouais. Mmh. Mais c'est ça, voilà. Donc plus t'es nourri, mais c'est ça, ouais, ouais, c'est vrai. Et s'il y a un côté, Ah puis c'est grisant. T'as envie. Bon après, il faut savoir se protéger parce qu'à un moment donné, tu peux pas non plus tout faire. Mais moi, c'est ce que j'adore, enfin, de rencontrer les vraies facettes des gens qui sont médiatiques, qui ont fait des grandes choses, de comprendre exactement ce qui s'est passé et ce qu'ils ont au fin fond de leur trip. Je trouve ça génial. Mais la blague à part, Blablacar m'a sauvée à un moment. En fait, je me suis fait une entorse de la cheville, alors le truc totalement anodin, sauf que moi, je peux pas conduire. Je suis en fauteuil quand j'ai une entorse de la cheville et je pouvais pas aller bosser. Donc, je me suis inscrite sur Blablacar pour avoir un trajet pour m'emmener au boulot tous les matins. Et j'ai trouvé un gars super sympa, voilà, via Blablacar. Donc, oui, ok, super. Ouais, par petit. Bah, je vais te le donner, ouais. Hop, merci. 06 81 94 98 37. Ok, trop bien. merci, ça donnait bien en studio, ça va? On a dépassé un petit peu. Tu viens de déchirer la page que je t'avais filée? Ah oui. La première page du script? Ouais. Ouais, Ah ouais. trop bien. Attends. Ah bah attends. Alors... bon. Mais non, mais c'est bien. Mais parce que tu m'avais changé le script, j'ai cru que c'était l'ancien. Ouais, Excuse-moi Lancelot, j'ai cru que c'était je vais celui les d'avant. prendre en photo et je vais vous mettre en relation les deux si vous voulez. Ça paraît pas mal. Non mais Ouais, bah, attends, ouais. j'ai les numéros, ils sont là. Hein. Ouais, attends, Bah, mais donne. Alors. au pire, t'as mon numéro, Oui, j'ai donc ton comme ça, numéro. tu peux le Avant garder. qu'on les jette, remets-les Et comme ça, puis, je les prends en photo et comme ça. Oui, tu prends les deux. Voilà. Je prends les deux. Attends, hop. Voilà, très bien. Non, Ah, c'était drôle quand même. mais... Ouais, bah là, C'est du live. Bon. ok, bon. Bon, merci pour ce moment en tout cas. Ouais, Ouais. ça allait, c'était pas trop long. Je te présente un Polonia. D'accord. Il fallait avancer donc. Bon, merci beaucoup. Avec, Voilà. À bientôt et puis bonne lecture. Merci. Bon, ça va? D'accord.
Ah, mais Lancelot, il en rate pas une. De quoi? Non, mais le maquillage. Oui. Il fallait pas oublier le maquillage. Est-ce qu'on peut tous les avant? Ouais. Super. C'est parti. Pour les réseaux sociaux. Yes. C'est le 21e siècle. Ouais. D'accord. Ah là pour le coup t'as raison. Ouais. Alors, elle est où la bonne lumière? Oui, c'est ça. Non, mais je la remets après. C'est ça l'idée. Ouais, c'est mieux. Ça change quelque chose, hein. D'accord. Ok, super. J'en prends une petite dans votre portrait. Ok. Ouais, merci beaucoup. Très bien, parfait. Tac. Ouais. Est-ce que vous avez des choses dans le sac que vous voulez qu'on voit On peut. On peut. Je t'ai amené le Stollen. Celui-là, par contre, je le récupère parce que c'est la brioche qu'on a fait façon Stollen. Par contre, elle est dure comme du bois parce que c'est vraiment juste pour le look. Et, C'est for display only. non, mais voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Et ça, c'est le calendrier de l'Avent. Ce que je peux faire, c'est l'ouvrir. Et, Ouais. parce que, bon, vous allez voir dans Alors, le où est-ce post-it qu'on peut le mettre? Est-ce qu'on peut le poser tout ça sur la table? Il faudrait lui mettre un support, quoi. Regarde, on peut aussi le mettre contre la brioche, tout simplement. Et alors, Et les sablés, c'est pour vous tous, pour grignoter. Je vais voir ça avec Flavio. Oui, J'ai dit à Fabio, ouais. C'est juste pour les mettre sur la table. ça va trop déborder avec Marie. Non, à peine 5 minutes, je crois. 5. Ouais, c'est moins que certaines fois. Qu'est-ce qui est moins que ça? Non, non, pas Attends, ça. j'ai Non, zappé non, des on parlait questions. des Ok, timings, ok, choses, autant pour moi. c'est J'ai comme- zappé non, des questions. Hein. on Je sais pas parlait si pas t'as du remarqué. tout de ça. Ok, Tu vas bon. réussir à te tenir. Ça devant Bah oui, toi. parce qu'elle vient de dire une chose très importante. Elle a dit qu'il était dur comme du bois et que c'était juste pour display. Ah, d'accord, ok. Ah, bah, voilà, Ça calme. c'est la Ça technique calme. pour pas qu'il aille dessus. pardon. Bon, bah, très bien. C'est aussi pour vous dire que je vous le laisse pas et que je suis pas. Ouais, c'est ça. Ah oui, tu le ramènes. Ouais. Ça, t'as une excuse. Sinon, je vais pas vous le laisser, il est tout dur. On le dit pas à l'émission. On le dit pas à l'émission, par contre, parce que là. Oui, alors il faut savoir où on le met, parce qu'après, sur Ouais, le par plateau, rapport à l'image, bien Ouais. sûr. je pense pas que ce soit devant toi le mieux. Je pense pas non plus. Peut-être que c'est là. Ok. Alors en fait, on peut le laisser là, si ça, on peut le laisser comme ça. C'est juste. Ouais, vas-y, allez-y. Le calendrier de l'Avent, en fait. Ça, c'est bien, c'est parfait comme ça parce qu'on a deux caméras. Par contre, si vous voulez montrer les calendriers, vous pouvez les lever un peu, et comme Les ça on va lever les un voir peu. mieux. Parce que sinon, on voit pas trop les Sinon, on va numéros. pas trop les voir. On voit pas le calendrier, ouais. Donc ça c'est parfait comme Franchement. ça parce que j'ai la possibilité de D'accord. zoomer et tout. Au moment où vous allez montrer les calendriers, vous les levez un peu. Ouais. Et pas devant les micros parce que sinon ça... Oui. Sinon, on peut pas le mettre au milieu. non mais comme ça, tu vois, Ok. c'est Ça mieux rend pas. qu'elle les montre. Ok, ça marche. Et du coup, Et plutôt à vous, cette vous les caméra-là. laissez ou continuez à parler. Ok, Et comme ça on se rend tout. d'accord. Super. Ok, et là, sur le papier présenté comme ça te va, Fabio? Oui. Ça vous va sur le Ouais. papier comme ça? Oui, c'est très Ouais. bien. Très bien. Ouais. Très bien. On va faire un petit test. Ouais, puis moi, je- Bien sûr. Au moment où vous le mettrez, Ouais. vous faites rien, comme ça, ouais, voilà. Très bien. Comme ça, à mon avis, c'est quelque chose comme ça. Si c'est les caméras Ouais, 2, 3. on en parle à la fin du calendrier. Donc, tu n'es pas obligé de le mettre en gros au début parce qu'on en parle à la fin. On a une section qui est faite exprès actu parce que tu sais, il y a du contenu qui dure longtemps, Ouais. sur notamment les replays, Internet, tout ça. Et il y a du contenu plus fresh qui est diffusé maintenant. Et donc, ça, c'est avec le. On parlera du calendrier d'avant. Ouais. Mais pas sur le contenu qui mais repart. pas qui sur tout sera- le truc qui reste longtemps. Compris. Maintenant, je vous propose de les décaler comme tout à l'heure. Ok. Parce que comme ça, on voit. Il faut qu'on voit les raisins quand même. pas, ouais, très bien. Est-ce que c'est le côté que tu veux montrer là, comme ça, ou l'autre côté? Qu'est-ce que tu préfères monter? Là, il est blanc. Ouais. T'as raison, bien vu. Tac. Je pourrais presque être mangeur de pain. J'allais dire boulanger, mais ça, je peux pas. Ah, il y en a qui s'en inventent pour moins que ça. Hein, donc, Bon, alors mon papier est déchiré, j'espère que ça se voit pas à l'antenne. Je suis désolé, t'as vu ce qui s'est passé? j'ai pas vu ce qui s'est passé, mais il y a bien un morceau de scotch, non, à l'intérieur. Écoute, ça va aller, je vais juste poser l'autre dessus. D'accord, c'était créé par ton grand-père il y a 90 ans. 91 ans, ouais. 91? Si je dis 90, c'est grave. Oui, enfin, c'est pareil. On va partir dans 15 secondes. 12. 10 secondes.
Les pionniers chez Fred Mazzella, le tête-à-tête. Bienvenue dans le tête-à-tête. Aujourd'hui, je reçois Apollonia Poilane. Bonjour Apollonia. Bonjour Fred. Alors, tu es à la tête de la célèbre boulangerie Poilane depuis une vingtaine d'années, créée par ton grand-père il y a 90 ans. Comme lui, tu as à cœur l'amour du vrai goût du pain, celui qui nourrit, celui qui rassemble. Tu ne te définis pas comme chef d'entreprise, mais bien comme une boulangère. Et tu n'as pas peur d'innover au sein de ce domaine très traditionnel, tout en faisant vivre l'héritage Poilane. Alors, tu connais le principe de l'émission, on est là pour explorer ce que tu as appris sur ton parcours, tes émotions. Évidemment, on parlera de tout ce que tu as fait, mais ce qui nous intéresse, nous, c'est quand même vraiment de savoir ce que tu penses et d'essayer de comprendre comment tu prends tes décisions, comment tu avances, d'essayer de se mettre à ta place. Le tout sera agrémenté d'illustrations et d'informations apportées par Rebecca sur ce plateau. Eh bien, c'est parti pour ton parcours. C'est parti. Alors, tu es née dans la famille Poilane, tu es la fille de Lionel Poilane, le boulanger français, et d'Irina Poilane, la designeuse américaine. Est-ce que tu peux nous décrire ton enfance en quelques mots? Mon enfance, en quelques mots, c'était génial. Plein d'aventures et avec beaucoup d'amour. Génial parce qu'il y avait la présence avec mes parents de deux personnes passionnées qui nous ont donné ce goût d'apprendre, ce goût de découvrir. Et moi et ma sœur, c'est ce que 20 ans après le décès de mes parents, qu'on continue d'aimer et qu'on veut pouvoir transmettre. Donc, c'est de l'art, de l'artisanat, un petit peu des deux. Oui, et C'est de la c'est passion, en tout cas. absolument. Euh, alors, donc, tu te souviens de la première fois où tu as réussi à faire ton Du premier pain? pain, Oui, première oui, miche? oui, oui. Alors déjà, il faut replacer les choses dans leur contexte parce que j'ai commencé mon apprentissage au fournil quand j'avais 16 ans. Ma maman m'a dit, on était dans les ponts du mois de mai, si un jour tu veux vraiment prendre la suite de ton père, il faut que tu connaisses ton métier. Et c'est comme ça qu'elle m'a parachutée dans le fournil pendant un de ces longs week-ends du mois de mai et que j'ai commencé à façonner mes premières miches. C'était ingrat parce que mes mains étaient petites, pas habituées, bref, Tu j'y avais quel étais pas. âge? J'avais 16 ans. Et à ce moment-là, fournée après fournée, mois après mois, j'ai commencé à acquérir le geste. Alors, j'allais en cours entre les deux, donc c'est vrai que c'est pas que ça m'a pris des mois pour acquérir le geste, c'est simplement que en allant au fournil et en y passant quelques jours fériés, ben, on ne peut pas apprendre aussi vite que quand on fait notre apprentissage pendant 9 mois, comme on le fait pour une personne qui arrive et qui vient apprendre le métier. Mais la première fois que tu façonnes une miche et que tu arrives à lui donner une belle forme, tu as l'impression de donner vie à un morceau de pain et c'est génial. Alors, après cette découverte, après avoir acquis cette nouvelle compétence, ta vie prend un nouveau tournant. Rebecca. En 2002, il vous arrive un drame, la perte de vos deux parents décédés dans un accident d'hélicoptère. Et du jour au lendemain, vous êtes monté dans le bureau de votre père et avez travaillé avec ses équipes. Vous avez été bien entouré et accompagné par les proches de vos parents pour brillamment assumer la tête de l'entreprise à 18 ans. Vous avez toujours su que vous alliez prendre la suite de vos parents, mais ça s'est fait un peu plus tôt que prévu. Un an plus tard, vous avez commencé le cursus initial, puis obtenu en 2007 un bachelor en économie à l'université Harvard. Et ça vous a permis de concilier votre vie professionnelle et personnelle, puisque la particularité des universités américaines, c'est qu'elles valorisent également les activités privées plus qu'en France. Et pour diriger votre entreprise tout en étant étudiante, vous utilisez le décalage horaire entre Cambridge et Paris. Vous appeliez votre responsable de production le soir avant d'aller vous coucher, l'heure à laquelle démarrait la journée à Paris. Et depuis votre retour du Cherche-Midi, vous avez toujours continué à nourrir le levain de l'entreprise en valorisant avant tout la céréale et le savoir-faire manufacturé. Et c'est ce regard nourri depuis 20 ans qui vous a permis de développer de nouveaux produits et de nouveaux lieux. Merci. Alors, 18 ans, c'est tôt, c'est jeune. Ouais. Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? Écoute, d'une part, il n'y avait pas le choix parce que le décès de mes parents est brutal. La chance que j'avais, c'était de savoir qu'un jour, je prendrais la suite de mon père et d'être entourée de ses équipes. Donc ça s'est fait plus tôt que prévu et il y avait l'évidence sur le moment de prendre la suite de mon père et de travailler avec ses équipes.
Mais tu as dû faire à la fois donc apprendre, du coup, le métier de la gestion de Oui, toute cette société, et faire tes études, en c'est plus vrai. de l'autre côté de l'Atlantique. Oui, alors ça c'est vraiment un choix de ma part, mais c'est vrai que tu pointes du doigt que, bah, j'avais toute l'expérience et la connaissance de mon métier, de l'entreprise, mais je n'avais pas d'expérience professionnelle à la tête de Poilane et ça, c'est ce qui a été rendu possible par, à la fois, mes collaborateurs, mais aussi les amis de mes parents et j'ai dû apprendre très vite. Et alors les équipes, autour de toi, comment ça s'est passé? C'est-à-dire, bah, au niveau de la transition, Oui. il y avait combien de personnes à l'époque dans la On société? était on était une centaine, 120 personnes et la chance que l'on a eue, c'est que, l'accident de mes parents nous a permis de nous fédérer et de nous concentrer sur notre métier, notre savoir-faire et de montrer de quel pain on se nourrit, de quel biscuit on sait nourrir une forme de gourmandise, nos tartes aux pommes avec les pâtisseries boulangères, les chaussons le flan. Bref, notre métier et la fierté que l'on a de faire le métier que l'on fait pour aller de l'avant. Est-ce que tu as la sensation d'avoir vu, alors j'imagine à ce moment-là, c'est sûr, mais plus tard aussi, le panneau: «Maintenant, c'est à toi de jouer». C'est-à-dire maintenant, c'est vraiment toi qui décides, tu es toute seule aux commandes. Je pense Hem, je pense que c'est la particularité du chef d'entreprise. Ce sont des mots qui m'ont souvent été répétés. Mon rôle, c'est de trancher et d'une certaine façon, on doit travailler avec une équipe pour prendre une décision qui est, heu, instruite, mais à la fin de la journée, c'est nous, en tant que responsables d'une équipe, qui décidons. et alors 10 ans après avoir, repris la boutique, tu te lances un nouveau défi, tu lances un nouveau défi à Poilane puisque tu veux ouvrir une boutique, à Londres. Alors, du pain français chez les Anglais, pourquoi? Quelle était l'idée derrière? Alors, mon père avait ouvert la boulangerie dans le cœur de dans le cœur de Victoria Elizabeth Street en 2000. Mais par contre, on avait ouvert ce petit café en 2011 avec l'idée de se dire que ce petit café, c'est vraiment la continuité du travail de la boulangerie en France, qui est un commerce de quartier, un commerce qui nourrit une communauté de personnes qui travaillent ou qui vivent dans un lieu. Et là, on avait l'opportunité de s'installer à Chelsea, à un quart d'heure à pied de notre fabrication, de notre boulangerie et de nourrir un nouveau quartier annexe, voisin. Et là, c'était génial parce que en ouvrant cette adresse, un samedi de novembre pluvieux, on s'est dit: «Bon, on va compter sur les doigts de la main le nombre de personnes qui vont rentrer dans la boutique». On n'a pas des amplis de l'ouverture à la fermeture. Alors ça fait 20 ans que tu as repris, Poilane, tu as souvent ouvert de nouvelles boutiques, Mmh. tu as développé des nouveaux programmes. Quelle est la suite là aujourd'hui pour, Poilane? Alors, nous, on continue notre métier, c'est de nourrir nos clients avec ce pain qui est porteur de sens. Ce sont continuer à développer des nouveaux pains. J'ai développé par exemple un pain de maïs il y a quelques années. J'ai fait un pain poivré, des brioches. Là, tu vois, j'ai une brioche qui est typique pour les fêtes. C'est une façon un peu stollen, mais c'est aussi Ah ouais, travailler. faites comment? Qu'est-ce qu'elle Alors, a de elle est typique? bourrée de fruits secs. Ouais. Et l'idée, c'est une brioche gourmande à partager pour ce moment au goûter où on a envie d'avoir quelque chose de léger, mais quelque chose qui nourrit l'après-midi et qui fait tenir jusqu'au soir. C'est aussi de travailler sur mes biscuits, sur mes pâtisseries boulangères. C'est aussi de continuer à servir mes clients en leur montrant tous les usages du pain. C'est vrai que j'ai mon activité première, la boulangerie, mais j'ai aussi écrit des livres et j'ai aussi partagé une partie de ce que l'on voit et de cette culture boulangère que l'on a chez Poilane et que l'on nourrit depuis 90 ans. Et ce sont des livres justement, qui nous permettent nous-mêmes de faire, Aussi, d'essayer de réaliser ce que vous faites ou aussi, oui. aussi? Alors, c'est à la fois quoi faire avec un morceau de pain pour de la croûte à la dernière miette en profiter, mais c'est aussi un livre pour dire voilà notre métier, voilà comment est-ce que vous pouvez recréer des conditions pour appréhender ce que l'on fait au fournil. On a des fournils avec des fours qui sont chauffés au bois, on travaille essentiellement à la main. euh, Ça, c'est et difficilement reproductible à la maison quand même. ben, c'est complètement possible, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui prend du temps et, donc comment redonner la compréhension de ce que c'est notre métier et de sa valeur. Et du coup, si tu es un, un boulanger,
un boulanger, une boulangère qui s'ignore, ben, c'est peut-être une nouvelle vocation que tu as suscitée. Et si à l'inverse, c'était juste une chouette expérience en famille un samedi après-midi, eh ben, tu as mieux compris qu'est-ce qui fait que nous, on est animés dans notre métier au quotidien. Alors, merci Apollonia pour cette première partie. On en connaît mieux sur ton parcours. On va pouvoir passer à l'exploration de ton monde, celui du pain. Ton monde à toi, c'est la boulangerie, le pain, mais pas seulement. Rebecca. Vous êtes aussi une grande sportive, vous avez besoin de vous mouvoir dans votre équilibre de vie et vous faites de l'équitation et surtout du vélo pour vous déplacer en ville, une façon pour vous de bouger entre deux rendez-vous, mais aussi du vélo de route. Vous roulez pour des actions caritatives, par exemple pour une association qui valorise des métiers de restauration ou encore pour la lutte contre le cancer. Ce sont des sujets qui vous tiennent à cœur et qui vous boostent pour vous dépasser, tenir et gagner les courses. Mais le vélo, pour vous, c'est aussi une histoire de souvenirs, puisque lorsque vous étiez petite, votre père Lionel vous emmenait vous promener dans Paris, chacun sur son vélo, souvent dans le Marais, pour aller manger des falafels et des pâtisseries algériennes, ou alors dans le bois de Boulogne, où vous le suiviez pendant qu'il courait. Alors, le vélo, l'équitation, combien de fois par semaine? Écoute, Par mois? Par... oui, alors au quotidien, déjà, en Tous les ville, jours. tu vois, par exemple, aujourd'hui, j'ai fait un rapide calcul, je me suis rendu compte que j'aurais fait 20 kilomètres dans Paris juste avec 2 rendez-vous dans ma journée. Et je trouve que c'est assez énorme juste pour des trajets C'est du vrai vélo, quotidiens. hein, du vélo mécanique, comme on dit aujourd'hui. C'est pas Oui, un voilà, c'est vélo ça. électrique. Hein. Enfin, Exactement. Mais il ne faut pas pour autant discriminer le vélo électrique. On pousse quand même, hein. Mais c'est vrai que c'est souvent le dimanche où je vais faire des balades en vélo avec mes copains. Et ce qui est chouette, c'est qu'avec le vélo, c'est aussi une histoire d'équipe. Et ouais, alors justement, le vélo électrique, alors moi, il se trouve que j'en ai un. Alors, c'est vrai qu'on pousse, mais on pousse quand on est en vitesse 1. Tu vois, dès que tu commences à mettre 2 ou 3, c'est vrai que là, tu pousses plus beaucoup. Enfin, tu tournes les pédales, quoi. Donc, c'est quand même. Mais tu bouges quand même. Enfin, Oui, vraiment, c'est ça. il on faut se pas que déplace. il faut pas que tu dévalorises ce travail-là. Ah non, je ne Et dévalorise puis pas. ça te Je permet trouve en que plus d'aller plus loin, mais c'est sûr que c'est pas le même sport que quand tu pousses sans assistance électrique. Alors, tu as hérité d'un grand nom dans la boulangerie, Poilane. Cet héritage, pour toi, c'est un atout, une liberté, une responsabilité, une puissance, un petit peu tout à la Un peu fois? tout ça. Un peu tout ça? Un peu de tout ça, je pense que ça dépend des moments. Mais d'abord et avant tout, je suis vachement fière de mon nom de famille, de ce qu'il porte de sens, l'impertinence de mon grand-père, l'esprit d'entreprendre de mon père, de ma mère aussi. Mais c'est vrai que ce sont toutes ces choses-là, et tous les mots que tu cites, je me dis oui, ça aussi, Ça ça, aussi. ça aussi. Et alors, sur la responsabilité, justement, qu'est-ce que ça Bah, qu'est-ce c'est que ça aussi va? une Parce que c'est peut-être responsabilité. peut-être le moins, comment dire, Le moins le moins léger, positif. non, Oui, le moins léger de aussi, tous. oui. Parce C'est vrai, que tu as évidemment, raison. la Tu as raison. liberté, l'atout, la Oui, oui. puissance, tout ça, Bah, c'est une responsabilité de. Enfin, c'est qui on est, et c'est vrai que j'ai envie de partager qui on est et dans cette famille, que ce soit mon grand-père, que ce soit qui s'est dit mais moi je vais faire ce pain au levain qui a nourri des générations de Français et in fine d'Européens. Mon père qui dit bah, en fait on peut faire ce pain en quantité sans s'industrialiser. Et à ma génération, de me dire, bah, en fait, on raconte toute une histoire autour des céréales et de la fermentation. Mmh. C'est nourrir ce sens et c'est une responsabilité, mais vraiment dans cette notion de se dire, il faut le partager, il faut le transmettre, il faut aller de l'avant et spread the word, comme on dirait en anglais. Et alors, tu dis sans s'industrialiser, mais enfin, quand même, aujourd'hui, en termes de quantité, de volume, Poilane, ça représente quoi? À la fois en termes de les outils de production, j'ai envie de dire, Ouais. et Alors, la tu vois, diffusion du pain. ce qui est remarquable chez nous, c'est qu'on fait 2 à 3 000 pains, ou équivalent de ces grosses miches de pain au levain par jour, mais qu'elles continuent d'être façonnées à la main, parce que quand tu viens rue du Cherche-Midi ou si tu vas dans notre manufacture à Bièvre, chaque fournil, c'est un poste de travail où il y a une paire de mains qui accompagne la fabrication du pain de A à Z. Vous avez combien de fournils aujourd'hui? On a 24 fours Au même endroit? à la manufacture. On a 5 adresses à Paris. 3 d'entre elles ont un four sur place. À Londres, pareil, on a un four sur place. Et donc, c'est aussi ce qui nous permet d'avoir une constance dans la fabrication de nos pains, où que tu sois dans ces fournils.
Oui, alors c'est impossible de faire du pain poilane, en dehors des fours, poilane. Grosso modo, oui. C'est à peu près ça. Mais tu Heu, peux pas dire tous nos secrets. Ça, je voulais en savoir un petit peu plus, peut-être tu m'en donneras plus après l'émission, je sais pas. Donc, en tant que boulangère, tu vois ton métier évoluer, tu dois vraiment allier, tradition et modernité, hein, Oui. et Et la ce touche dialogue entre technique éprouvée par le temps, technique passée, et d'être ouvert au monde contemporain pour aller de l'avant. Et c'est un dialogue, c'est un équilibre à alimenter et à nourrir, de la même façon que quand on transmet notre levain d'une fournée à l'autre, on y met tout. C'est un morceau de pâte d'une fournée qu'on laisse de côté et qui va être le point de démarrage de la fournée suivante. tu retrouves, dans la manière avec laquelle, l'entreprise tourne aujourd'hui, des touches de, tes aïeux, enfin ton père et ton grand-père? Oui, oui, bien sûr. D'abord parce que j'ai la joie de travailler avec des personnes qui ont connu mes parents. Oui. Et, et ensuite parce que parfois, des clients qui vont passer à la boulangerie et qui ont connu mon père, un peu moins maintenant, mais mon grand-père, vont me dire: «Tiens, on avait vu ça, à cette époque», et donc oui, il y a ces liens. Et alors la touche Apollonia dans cette série, c'est Écoute, quoi? j'ai d'abord, je dois dire qu'en tant que troisième génération d'une entreprise familiale, la touche Apollonia, c'est absolument pas mon obsession. Mais ce que je me suis rendu compte avec le temps et avec les années, c'est que mon regard sur mon métier, il est nourri du travail de mon grand-père, du travail de mon père. Et c'est ce regard céréales et fermentation, de comprendre que notre boulangerie, elle raconte au cœur de la ville ce qui se passe dans les champs et toute cette chaîne de valeur qui se crée pour avoir ce morceau de pain, ces biscuits, ces pâtisseries, mais cette expression, quelque chose qui se mange, quelque chose qui nourrit et quelque chose, pour reprendre et continuer tes propos en introduction, quelque chose qui se partage. Et quand tu fabriques du pain, tu vois véritablement tout ce parcours-là? Tu penses à tout? C'est-à-dire, avant, après? Enfin, tu es Oui, au milieu de la construction, de tu es quelque au milieu chose de la qui construction ouais. et en même temps, tu vois, ce qui te rappelle à ce qu'il y a un plus grand écosystème qui est en marche, c'est que lorsque tu travailles au fournil, tu es dépendant du temps qu'il fait dehors, de la météo, de la saison. Et ce sont des petits points de détail et des points d'attention qui vont faire que tu vas avoir en apparence la même qualité de produit fini. Or, en fait, au fournil, tu as travaillé de façon complètement différente. Et si tu n'es pas ouvert à cette compréhension, tu ne pourras pas faire une belle qualité de pain. C'est quoi une belle qualité de pain? C'est quoi un bon pain? Un bon pain, alors déjà, c'est un pain. Moi, j'aime les pains qui ont un certain volume. Parce que quand ils ont un certain volume, tu as des arômes en plus. Ensuite, c'est un pain qui est bien cuit. Parce que un pain qui est bien cuit, ça, il se garde plus longtemps, il est plus digeste. Et puis, quand tu as une belle mie avec un alvéolage régulier, bah là, tu sais qu'il y a eu un travail et une attention et une intention de la part des boulangers, des boulangères, qui vont s'assurer que ce travail-là est un travail qui a du sens et qui se transmet de fournée en fournée. Alors bien cuit, c'est un peu subjectif. Enfin, je sais que C'est quoi complètement dans subjectif, une boulangerie, tu entends toujours des gens qui demandent, «Je voudrais une pas trop cuite» bien ou sûr. enfin, Et donc, de ce point de une vue-là, bien cuite. mais tu as raison, et c'est vrai que en boulangerie, nos équipes, elles doivent être les interprètes du regard ou des envies de nos clients. Alors l'art et la boulangerie, c'est dans l'ADN Clairement, de Poilane, hein, clairement. et on comprend bien aussi et d'ailleurs, avec le parcours, aussi de tes 2 parents, Mmh. on voit bien que c'est complètement, mélangé. Hem, c'est quoi le lien entre les 2? Comment ça se reflète Écoute, aujourd'hui dans les produits Poilane? ouais, 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 ouais. Tu sais déjà, on s'installe, mon grand-père s'installe au 8 rue du Cherche-Midi. On est en plein cœur de Saint-Germain-des-Prés, un quartier où il y avait des artisans, des artistes. C'était le frémissement de ce qui va devenir le Saint-Germain-des-Prés post-Seconde Guerre mondiale. Un lieu où il y a beaucoup de philosophes, artistes, bref. Mon père rencontre Salvador Dali à la fin des années 60. Ils font ensemble une chambre à coucher en pain. Et Une chambre à coucher une en pain? chambre à coucher en pain. Ah oui, Oui, c'est c'est des choses sérieuses quand même. c'est un concept. Et c'est vrai que cette collaboration entre Poilane et les artistes, c'est l'expression d'un quartier, mais c'est aussi ben, notre amour pour ce lien et ces univers.
D'accord et ça se continue aujourd'hui, sous Oui, quelle oui, forme oui. alors? Alors, plein de formes différentes, que ce soit, par exemple, nos fèves ou sur les pour les galettes des rois chaque année, on a pu demander à des dessinateurs. On a eu pendant plusieurs années des dessinateurs qui ont fait nos petites fèves. Ce sont aussi, les peintures, les sculptures, les dessins que l'on On a continue quelques d'avoir exemples à l'écran dans notre des créations arrière-boutique de et ouais. effectivement, nos pains décorés et là, c'est un vrai savoir-faire pour le coup de nos équipes qui ont des paires de mains absolument expertes et qui font des décors. Alors là, c'est un décor que l'on fait pour célébrer le cœur de l'année, la nouvelle année qui commence, une nouvelle donne. Mais on continue de faire, par exemple, des